Bonjour et bienvenue à Madame Colin-Mer et son mari, si la présentation vous plaît. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème fascinant des agents pathogènes et maladies infectieuses. Donc, durant cette introduction, je vais vous présenter de manière générale les micro-organismes avant que mes camarades approfondissent ces thèmes. Donc, il existe plusieurs types de micro-organismes. Certains sont des êtres unicellulaires eucaryotes, c'est-à-dire dont les cellules comportent des organites. Les champignons, par exemple, font partie de cette catégorie, ainsi que bien d'autres groupes unicellulaires très différents. Leur échelle varie de quelques nanomètres à plusieurs centaines de nanomètres. Donc, les bactéries, elles, ne comportent pas d'organites. Leurs cellules sont donc nettement plus petites et d'organisation plus simple. De la même manière que les eucaryotes, elles croissent et se reproduisent. Leur échelle, elle, varie de 1 nanomètre à 5 nanomètres. Donc, les virus, eux, sont des parasites obligatoires des cellules eucaryotes et des bactéries et sont à la limite du monde vivant. Ces derniers utilisent une cellule hôte pour se reproduire. Et leur échelle varie de 10 nanomètres à 400 nanomètres, ce qui est nettement plus petit. Donc les micro-organismes sont pour la plupart inoffensifs et le corps humain en héberge lui-même une multitude, ce qui forme son microbiote et contribue à une bonne santé. En revanche, certains micro-organismes sont pathogènes et agents de maladies infectieuses comme le paludisme, agent pathogène d'origine eucaryote, et le sida, agent pathogène d'origine virale, qui vous sera approfondi plus tard, d'une part par Fernando et d'autre part par Oriane et Gabriel. Donc, je vais vous souhaiter une bonne suite pour cet exposé en laissant la parole à Alexandra qui vous présentera les agents pathogènes de manière plus spécifique. Je vais à présent présenter ce qu'est un agent pathogène. Donc, il s'agit d'un virus, d'une bactérie ou d'un eucaryote, donc c'est-à-dire des micro-organismes qui peuvent provoquer une maladie chez son hôte. Donc, un hôte, c'est quoi? C'est un organisme qui héberge du coup cet agent pathogène dans lequel il vit et se multiplie. Donc, ces agents pathogènes peuvent se transmettre de façon différente. Donc, il existe deux grandes catégories, donc la transmission directe et la transmission vectorielle. Donc, par la transmission directe, il peut y avoir la transmission par le contact, donc de vêtements infectés par exemple, par l'air, donc l'agent pathogène de la tuberculose se transmet ainsi, par l'eau, donc par exemple le choléra, par les sécrétions nasales, donc c'est-à-dire le toux ou l'éternuement. Par exemple, il y a la grippe qui est un exemple assez connu. Par les transmissions sexuelles lors d'un acte non protégé. Donc, par exemple, le VIH se transmet ainsi. Et il est responsable du sida, mais cela on le verra plus tard dans la vidéo. Et il y a aussi la transmission par le sang, donc encore une fois du VIH. Et on ira plus en profondeur plus tard. Donc deux mots de vocabulaire qui sont importants de connaître et de différencier pour le reste de cette vidéo sont les mots endémie et épidémie. Donc une endémie, c'est quoi? C'est une présence habituelle d'un virus dans un territoire donné. Donc par exemple, il peut y avoir la grippe en France ou le paludisme en Afrique. Une épidémie, au contraire, est un développement et une propagation d'une maladie infectieuse rapidement dans une population. Donc on a l'exemple par exemple de l'épidémie du Covid-19 en 2020-2021 que l'on connaît tous. Le paludisme, également connu sous le nom de la malaria, est une maladie infectieuse causée par des parasites du genre Plasmodium. C'est la première maladie parasitaire mondiale en termes de mortalité infantile et elle provoque plus de 400 000 morts par an. Elle est transmise par des piqûres de moustiques infectés et le paludisme est répandu dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. La maladie débute par une fièvre, généralement entre 8 et 30 jours après l'affection. Et il y a de nombreux symptômes pour pouvoir la détecter, dont des douleurs musculaires, des vomissements, des diarrhées et une alternation entre le froid et la transpiration. Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, est, comme tous les virus, un parasite qui s'y introduit dans une cellule pour s'y reproduire. Il est à l'origine du sida, donc cette maladie-là, le syndrome d'immunodéficience acquise, maladie mortelle qui se manifeste par un effondrement des défenses immunitaires. Le délai entre l'infection par le VIH
et le détectement de la maladie peut rester très long, notamment en France, où il peut atteindre jusqu'à 3 ans. Ce virus, le VIH, se transmet par voie sexuelle et sanguine. Il peut aussi se transmettre entre une mère et son enfant. Le meilleur moyen de prévention de cette maladie, c'est d'utiliser des préservatifs lors de relations sexuelles. Il y a 35,4 millions de personnes décédées depuis le début de la détection de la maladie et cette maladie a été détectée en 1981. Il y a de nombreux symptômes pour détecter le sida, dont la perte de poids, l'infection de la peau, de la toux, de la fièvre et de la diarrhée. Bonjour, c'est le Becky de mes patients. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la maladie du sida et du paludisme. Du coup, alors l'agent pathogène du sida, c'est le VIH. Et l'agent pathogène du paludisme, c'est le plasmodium. Alors les modes de transmission du sida, c'est celui par rapport sexuel ou par utilisation de seringues non désinfectées, ou encore de la mère à son fils, du coup grossesse, allaitement, du coup comme vous l'a dit Elisabeth Tessier. Et du coup c'est via des liquides corporels, mais pas via la salive, car la membrane salivaire ne laisse pas passer du coup le VIH. Pour le plasmodium, c'est différent, car il y a besoin d'un vecteur, car il ne peut pas se déplacer d'humain à humain. Du coup, un anophèle fait l'affaire. Et les réservoirs de sida, c'est du coup les cellules TCD4, du coup lymphocyte T4, et celles pour le paludisme, ce sont les cellules du foie, les hématies, et également le système digestif du moustique. Du coup, alors je vous ai représenté ici une personne affectée par plasmodium. Du coup, il y a l'anophèle qui vient piquer l'individu. Puis, suite à de nombreuses métamorphoses, le plasmodium vient rentrer dans le foie, dans les cellules du foie, là où il se reproduit. Puis, lorsqu'il sort de la cellule éclate. Du coup, il va dans le sein. Dans le sein, il se reproduit d'autant plus rapidement et du coup éclate plus. Les cellules, du coup, affectent beaucoup la personne. Et si un autre moustique vient piquer la personne, le moustique sera lui-même infecté par ce virus, ce parasite qui est le plasmodium. Et du coup, la boucle sera bouclée. Ce n'est pas la même chose pour le sida, du coup, car le VIH, il s'accroche à la cellule cible. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, il s'accroche. Du coup, après, il s'infiltre et son information génétique, enfin son patrimoine génétique, il rentre dans le noyau de la cellule cible. Du coup, l'information génétique de la cellule, elle code pour le virus. Du coup, les virus, ils sortent, mais ils restent dans la membrane de la cellule, puis ils maturent. Et puis, lorsqu'ils sortent de la cellule en elle-même, eh bien, la cellule éclate. Et du coup, vu que c'est une cellule de lymphocyte T4, ça affaiblit le corps et laisse place à une autre maladie pour venir terminer le tout. Alors, en effet, un enfant sur deux n'atteint pas l'âge de 2 ans lorsqu'il n'est pas traité correctement. Et c'est pour ça, lorsqu'il est atteint du sida, c'est pour ça que je donne un conseil, un bon traitement. L'hydroxychloroquine. Prévention et traitement. Pour comprendre comment prévenir une maladie, il faut connaître son mode de transmission. Par exemple, pour le sida qui se transmet principalement par voie sexuelle, il y a 3 points clés essentiels. L'éducation et la sensibilisation des populations pour qu'ils comprennent les comportements à risque. Le dépistage avec des tests sanguins. On est arrivé à ce que 81% des séropositifs mondialement connaissent leur diagnostic de nos jours. Et puis l'utilisation de préservatifs lors de rapports sexuels. C'est une barrière physique pour l'échange de fluides corporels et protège aussi d'autres éventuels IST. On a aussi un traitement à partir de rétroviraux pour réduire le risque d'infection. Donc, pour les personnes séronégatives, à haut risque, donc souvent les médecins ou partenaires de personnes avec le sida. Pour les personnes qui ont déjà contracté le sida, donc séropositifs, mais diminuer leur charge virale et donc le risque de contagion. Et un cas assez particulier, le préventif post-exposition, pour les personnes qui ont été récemment exposées au sida, mais qui n'ont pas été encore contaminées. Et s'ils prennent ce traitement, ils peuvent réduire considérablement le risque d'infection. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer ce que c'est que les antirétroviraux.
Donc, un rétrovirus est un type de virus qui, comme le VIH, possède une enzyme appelée transcriptase inverse pour produire de l'ADN dans son cellulote à partir de l'ARN. Donc, les antirétroviraux, ou ARV, sont donc des médicaments réduisant la multiplication du virus dans l'organisme, qui agissent à différentes étapes du cycle viral. D'habitude, on en combine plusieurs, au moins 3, donc une trithérapie. Et voici un petit schéma expliquant les différentes familles d'ARV. Les intéressés peuvent arrêter la vidéo. La prévention du paludisme. Vu que c'est transmis par une piqûre de moustique, on peut lutter directement contre on peut faire une lutte antivectorielle contre l'anaphèle en employant des moustiquaires imprégnés d'insecticides et porter des vêtements longs et inhibés de répulsifs, évitant ainsi le risque de piqûre. Puis pour combattre le parasite, il y a le traitement préventif avant d'aller dans des zones à risque. Et aussi la vaccination. Donc, il y a plusieurs vaccins recommandés par l'OMS depuis 2023, comme le RTSS, mais qui sont surtout employés pour les populations à risque, comme les enfants de moins de 5 ans ou les femmes enceintes. Le traitement du sida. Donc, à nouveau, les antirétroviraux sont non seulement utilisés comme façon de prévention, mais aussi de traitement. Et leur combinaison est bien plus efficace pour réduire le risque de résistance en diminuant la charge virale dans le corps. Et donc, c'est un traitement à vie régulier parce que malheureusement, on n'a pas trouvé de cure définitive. Mais si on diagnostique de façon précoce le VIH, les personnes vivant avec le sida peuvent avoir une espérance de vie assez normale. Et le traitement du paludisme. Donc, si on a des symptômes, il faut faire un diagnostic précoce avec un test sanguin et donc subir un traitement antipaludique avec des médicaments ciblant les différentes phases du plasmodium pour empêcher sa réplication dans les globules rouges. À nouveau, la combinaison d'antipaludiques est bien plus efficace en réduisant le risque de résistance de la part du parasite. On a dit tout ce qu'on voulait dire. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup.